Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des fondamentaux artistiques et c'est un terme que j'emploie vraiment tout le temps, donc on va essayer de voir un petit peu vraiment ce que j'entends par là. Je comprends très bien que l'art en général c'est vaste, c'est un peu flou, et souvent on entend des personnes qui disent faut être bon dans les fondamentaux, etc. Au final on ne sait pas forcément de quoi ça parle, donc justement c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, on va aller vraiment dans le détail de ce que c'est que les fondamentaux. Donc on va voir en fait c'est pas tellement compliqué, les fondamentaux c'est un corpus de connaissances que tu dois avoir quel que soit le médium que tu utilises. En gros c'est le socle commun qui va te permettre de faire un art qui est vraiment solide, que tu fasses de l'aquarelle, de l'acrylique, de la peinture à l'huile, du crayon, du dessin, ça n'a aucune importance. Par exemple, le gras sur maigre pour un mec qui fait de la peinture à l'huile, c'est quelque chose de fondamental et pourtant ça fait pas partie des fondamentaux parce que c'est quelque chose de spécifique à la peinture à l'huile. Donc globalement, ça veut dire qu'en connaissant bien tes fondamentaux, même si tu as un médium de base que tu préfères, tu vas quand même pouvoir aller sur tous les autres et quand même trouver ton chemin et quand même réussir à faire quelque chose de bien. Donc les fondamentaux, on va en avoir trois principaux. Le premier qui va conditionner un petit peu tous les autres, ça va être de comprendre le volume et les formes des objets. Ce qui te fait dire que ça, c'est pas un carré, mais c'est un cube. Le deuxième pilier fondamental qui découle directement du premier, c'est les valeurs. Qu'est-ce qui est foncé, qu'est-ce qui est clair sur une peinture, sur un dessin, dans la vie en général. Le troisième pilier fondamental qui est la suite logique des deux premiers, ça va être l'application des couleurs. Ça, c'est vraiment les trois fondamentaux que tu es obligé d'étudier si un jour tu veux devenir un bon peintre, un bon dessinateur, peu importe. Et le quatrième truc super fondamental qui va être un peu plus subjectif, ça va être la composition. Je dis que c'est plus subjectif parce que selon la culture et puis selon ton style, etc., va vraiment y avoir des façons d'utiliser ça qui sont vraiment différentes. Mais ça reste quelque chose de fondamental dans le sens où de toute façon, tu peux pas faire l'impasse dessus. Donc toute petite parenthèse avant de redétailler tout ça un peu plus en détail, cette liste de fondamentaux là que je te propose, c'est une liste on va dire qui est communément admise et il y a certains artistes qui vont considérer qu'il y a un truc à ajouter ou peut-être un truc à enlever. Mais en tout cas à mon avis avec ça t'es déjà bien. Le truc à comprendre c'est que tous ces fondamentaux ils sont interconnectés et que donc si tu as des lacunes dans un de ces trois domaines majeurs, tu vas avoir beaucoup de difficultés avec un truc solide. Et la raison pour laquelle j'ai donné un ordre, en premier les volumes, en deuxième les valeurs, en troisième les couleurs, c'est parce que si tu comprends pas la forme du volume que tu viens de dessiner, tu vas pas pouvoir appliquer les valeurs en cohérence avec la lumière. Et de la même façon, si tu n'as pas compris comment appliquer tes valeurs en cohérence avec la lumière, tu ne pourras pas appliquer les bonnes couleurs non plus. C'est pour ça qu'il y a cet ordre-là qui est relativement important. Alors c'est sûr qu'il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, en fait il y a des genres de fondamentaux qu'on pourrait appeler secondaires qui découlent directement de ces trois-là, et c'est ça qu'on va voir de suite. Donc en gros dans le premier fondamental qui est donc la compréhension des volumes et des formes, on va avoir la perspective, l'anatomie, l'architecture, littéralement tout ce qui fait partie de la vie, qui a du volume en fait, que ce soit cette feuille de papier sur laquelle j'ai pris mes notes, que ce soit ma main avec mes doigts, la bague que j'ai, mon visage, mon nez, ça n'a aucune importance. Tout ce qui existe physiquement dans le monde, qui n'est pas à plat comme derrière l'image que j'ai, eh bien ça a un volume, et pour pouvoir rendre compte de la 3D de ce volume sur une surface en 2D, il faut réussir à le comprendre, à l'intégrer à l'intérieur de son système de cerveau. Donc évidemment de ça découle l'anatomie, les animaux, etc., les animaux fantastiques, tout ce que tu veux en fait, ça n'a aucune importance. Et la façon dont tu vas t'y prendre pour pouvoir faire des choses qui sont comme ça très complexes, c'est partir d'objets extrêmement simples, des cubes, des sphères, des cylindres, des cônes, ce genre de choses, et petit à petit les complexifier, les mettre en articulation jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire quelque chose de vraisemblable. Donc tu vois en fait tes pieds et poings liés à ce premier fondamental qui est un peu le truc ultime, et c'est que quoi que tu fasses, quoi que tu essayes de faire, de toute façon, il faut comprendre la forme en 3D de ce que tu es en train de faire et son déplacement dans l'espace. Donc ensuite, une fois que tu as compris ça et que tu as appris comment manipuler des blocs de base pour réussir à faire des choses plus complexes, il y a le pilier fondamental numéro 2, les valeurs. Les valeurs, c'est tout bête, c'est tout simplement la gradation entre ce qui est foncé et ce qui est clair. Par exemple, l'écume des vagues, c'est plutôt clair, le ciel est clair, mon t-shirt est foncé, ma peau est relativement claire, etc., etc. C'est tout ce qui est de la caractéristique de la teinte, mais sans la couleur. Donc pour voir plus clair un peu là-dedans aussi, on peut de la même façon faire un genre de petit arbre généalogique. Et directement, le truc le plus important, en fait, c'est que ça va être régi, les valeurs foncées claires, ça va être régi par l'éclairage, la lumière que tu vas apporter à ton sujet. Donc c'est absolument grâce à tes foncés et tes clairs, sans parler des couleurs, que tu vas pouvoir donner une sensation d'éclairage ou pas. C'est aussi grâce à la bonne gestion des valeurs que tu vas pouvoir faire toutes les lumières réfléchies dans les zones d'ombre. Par exemple, quand là je rapproche la feuille de mon visage, paf, tu vois mon visage qui s'éclaircit un petit peu, et quand je l'éloigne, eh bien ça refonce. Pourquoi? Parce que les photons se baladent dans la pièce, ça fait office d'écran de réflexion, et pof, quand c'est sur ma tête, il y a des photons qui rebondissent sur la feuille, qui vont sur moi, et du coup ça donne l'impression que mon visage est plus lumineux de ce côté-là. Donc voilà, valeur, ombre, lumière, ombre réfléchie, sans connaître un petit peu ça, c'est clair que t'es foutu, t'es perdu complètement. Ensuite, on va avoir un truc super important, qui va être aussi lié aux valeurs, c'est la perspective atmosphérique. Donc la perspective atmosphérique, c'est la sensation de distance entre un objet qui est proche et un objet qui est lointain.
C'est dû tout simplement au nombre de particules que tu vas avoir dans l'atmosphère. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Donc tu vas avoir de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, des cendres, peut-être d'autres trucs. D'ailleurs, je ne suis pas physicien, je ne connais pas exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que entre le moment où toi tu es sur ton point d'observation et 1 km, il y a plus de particules là que si tu regardais un truc qui était à 200 mètres par exemple. Et on voit très bien ça par exemple sur ce bateau où on voit beaucoup de détails avec des foncés et des clairs, il n'y a pas beaucoup de particules. Le bateau qui est là-bas, on voit qu'il est carrément pris dans la brume, il n'y a pas beaucoup de détails. Et puis en fait on voit bien qu'il y a un filtre de particules de cendres et de vapeur d'eau entre nous et le bateau. Et les montagnes qui sont derrière, elles sont encore beaucoup plus claires, beaucoup plus désaturées et elles paraissent beaucoup plus lointaines grâce à cette gestion des valeurs. Donc là on voit que la peinture derrière moi elle est en couleur, mais si en fait tu la tournes en noir et blanc, et bien tu te rends compte que c'est les valeurs qui gèrent tout ça. Et bien sûr tu vas aussi avoir toutes les valeurs de chaque objet indépendamment, que ce soit ma peau qui soit plus claire que mon t-shirt qui est plus foncé que les vagues de derrière, etc. T'as compris le concept. Dans les couleurs locales des objets, il va aussi avoir les textures des objets. Le velours réagit pas au clair et au foncé que du métal poli, par exemple, même à couleur égale. Donc par exemple là, j'ai un t-shirt noir qui est mat, et à côté de ça, je te mets du bois laqué noir. Et bien forcément, tu vas pas du tout avoir le même ressenti, parce que la lumière réagit pas de la même façon, et du coup, les valeurs vont te donner des informations sur la texture de l'objet que tu es en train de faire. Donc voilà, comme tu vois, les valeurs sont vraiment ultra importantes, et encore une fois, c'est parce que tu as compris le fondamental numéro 1 que tu peux appliquer tes valeurs en cohérence sur ce que tu es en train de peindre. Parce que si tu n'as pas compris la forme de l'objet que tu es en train de faire, tu peux pas en déduire où est-ce que frappe la lumière, où est l'ombre, quelle est la réflexion de l'autre objet qui va refléter une lumière diffuse dans la partie d'ombre, etc. Donc voilà, c'est vraiment deux trucs séparés à prendre dans l'ordre. Et maintenant, le fondamental numéro 3, qui est un peu moins fondamental, mais quand même extrêmement important, parce que la couleur, c'est vraiment très important, c'est donc la couleur, désolé pour la répétition. Donc la couleur, un des premiers trucs pour l'appréhender, c'est de comprendre qu'elle est directement liée aux conditions d'éclairage et aux conditions d'environnement. Quand on demande par exemple comment faire les couleurs de peau, etc., c'est sûr qu'il y a une couleur de peau standard qu'on arrive tous un petit peu à visualiser, mais en fait la peau ça change complètement d'une lumière à l'autre si tu es en contre-jour et tout. C'est pour ça qu'on dit que la couleur est un accident de la lumière. Donc puisque un fondamental découle de son précédent, tu vas pouvoir appliquer ta couleur par exemple en respectant les valeurs que tu avais déjà établies, et donc il va découler les couleurs chaudes, les couleurs froides, les couleurs locales des objets. C'est sûr que ma peau elle n'est pas verte non plus, quoiqu'elle pourrait avoir du vert dedans selon les conditions d'éclairage, mais là tu vois bien que c'est pas vert. On va voir aussi selon l'heure de la journée, selon s'il y a des particules dans l'atmosphère, l'harmonie des couleurs, les différentes façons de se servir de la roue des couleurs et tout. Et déjà tu vois que là, même si ça fait partie des choses quand même fondamentales, on commence à s'éloigner un petit peu de la chose vraiment à savoir. Ça commence à rentrer dans quelque chose un tout petit peu plus subjectif, et d'ailleurs il n'y a qu'à voir comment par exemple de l'art indien, de l'art chinois et de l'art européen gèrent les couleurs de façon complètement différente. C'est sûr qu'ils gèrent les valeurs différemment aussi, mais lorsque tu vois des formes en 3D et des valeurs appliquées, il y a quand même un socle beaucoup plus commun. Et dès que tu commences à appliquer les valeurs et tu regardes un film de Bollywood ou alors Peaky Blinders, c'est certain qu'il y a vraiment beaucoup plus de subjectivité autour de ça. Et donc évidemment, lorsqu'on va s'amuser avec les ombres, les lumières et tout, il va y avoir une autre incidence qui va être la couleur. Et on peut voir en utilisant par exemple cette petite boîte de caméra que lorsque je fais ça, on a un reflet un peu bleuté sur ma joue. Et quand je vais en haut, on a un reflet rougeâtre, juste parce que c'est la réflexion du rouge et du bleu en fait, et les photons se baladent, etc. Bon, t'as compris l'idée, les couleurs c'est important. Maintenant on va arriver un peu au pilier qui va être à la fois le quatrième et en même temps qui n'a pas vraiment de hiérarchisation parce que c'est quelque chose vraiment de à part, et ça va être plutôt la composition. Donc dans la composition tu vas avoir tout ce qui est de la dynamique, tout ce qui est du storytelling, tu vas aussi avoir les formes abstraites qui composent en fait les patterns d'une peinture, tu vas avoir la communication des formes et des valeurs, tout ça, j'ai parlé de tout ça dans des vidéos indépendantes, donc je vous propose vraiment d'aller voir les autres en fait pour voir tout ça un petit peu en détail. La composition c'est ça qui va te permettre d'attirer le regard à un endroit et à un autre de ta peinture, de créer de la diversité, de gérer ton point focal, etc. Et tu vas réussir à manipuler ta composition de sorte à raconter une histoire dans une peinture. Raconter une histoire dans une peinture, c'est pas évident, ça veut dire quand même raconter quelque chose chronologique, sinon c'est pas une histoire, sur quelque chose qui est statique, à plat, et c'est une seule image. Donc pour faire une composition qui va te sembler à toi intéressante, encore une fois là c'est pas mal subjectif, et pour raconter une histoire qui va être aussi intéressante pour toi, c'est là justement où tu vas utiliser les fondamentaux précédents, donc éventuellement la façon dont tu vas hiérarchiser tes valeurs, aussi la façon dont tu vas gérer l'emplacement de tes couleurs, il peut y avoir des communications, tu peux faire des peintures qui donnent envie de sortir son regard de la peinture, et tu peux faire aussi des peintures qui donnent envie de rester à la peinture et de faire une boucle, ça dépend de ta motivation. Si par exemple tu écris un bouquin pour les enfants ou un bouquin artistique quelconque, eh bien tu peux avoir envie que la personne ait envie de tourner la page,
et donc de fait tu vas avoir dans ton dessin, dans ta peinture, une dynamique qui va te pousser en fait vers le coin extérieur droite et qui va te dire ok c'est bon, ça y est, tu peux tourner la page. Au contraire, si tu as envie qu'une personne reste bloquée à l'intérieur de ta peinture, eh bien tu vas faire en sorte que chaque endroit qui t'amène ailleurs finisse en fait par faire un genre de, pas forcément un cercle, par ailleurs ça peut être un 8, ça peut être un S, un C, il peut y avoir plusieurs formes de composition, mais l'idée c'est de faire en sorte que la personne parte pas de ta peinture. Donc ça encore une fois, ça va dépendre du message que tu as envie de faire passer, ça va dépendre de ton besoin du moment. De toute façon, il faut comprendre que tous ces trucs-là, c'est des choses de base, il faut en avoir conscience, mais chacun d'entre nous est libre d'utiliser les valeurs, les formes, etc. comme il en a envie. Tu peux bien entendu même prendre des libertés et partir dans quelque chose de complètement fantastique, que ce soit avec des valeurs irréalistes, des couleurs irréalistes et tout. Ce qui compte, si vous voulez, c'est plutôt de le maîtriser pour ensuite pouvoir avoir le choix de le faire ou pas. Alors il y a aussi une espèce de 5e fondamental bis, on va dire, parce que c'est à la fois fondamental et à la fois un petit peu moins que les autres quand même. Ça va être plutôt la hiérarchisation entre les coups de pinceau nets et les coups de pinceau flous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider plus sur le storytelling, plus sur le point focal. Donc quand tu as par exemple quelque chose qui est très très loin, comme les montagnes de fond, il n'y a pas besoin de les faire trop nettes, découpées au couteau, c'est pas nécessaire. Lorsque tu vas avoir quelque chose qui est devant, c'est pas nécessaire non plus de le faire découper au couteau, mais tu vas peut-être avoir envie que ce soit plus net que ce qui est au fond. Donc petite parenthèse, cette liste de fondamentaux, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas objectivement parfaite et elle passe par mon propre filtre. Et je précise aussi que tout ce que je viens de dire là, c'est pas indispensable pour faire une belle peinture. Si tu utilises un projecteur et qu'ensuite tu as une photocopie et que tu checkes tes couleurs et que tu les appliques d'un seul coup, forcément, tu n'as même pas besoin de savoir dessiner, pas besoin de rien comprendre à la peinture, il suffit de faire le robot, d'appliquer une technique. Ça marche aussi, c'est pas tellement un problème, il y en a qui le font. Cependant, si toi ce qui t'intéresse, c'est de devenir un genre d'illustrateur, que tu utilises de l'huile, de l'aquarelle, de la peinture digitale, on s'en fout, et que tu as envie d'être libre et de pouvoir t'exprimer en tant qu'artiste, c'est indispensable de connaître ça et de savoir le maîtriser et d'en avoir conscience. Donc je sais que j'ai un petit peu survolé le tout pour donner un genre de vue d'ensemble, mais s'il y a des points de cette vidéo que vous avez envie que je développe un petit peu plus, mettez-les dans le commentaire, et puis comme ça je prendrai le temps de faire une vidéo spécialisée sur telle chose ou telle chose si je ne l'ai pas déjà fait. Alors je vais vous donner quelques exercices, idées d'exercices en fait pour commencer. D'abord, le premier fondamental, la structure. Eh bien, le mieux d'abord, c'est d'apprendre la perspective linéaire. J'ai fait une vidéo à ce sujet aussi. Il y en a probablement plein d'autres sur Internet qui sont très intéressantes. Ça, c'est indispensable. Connaître la perspective, tu peux pas y échapper. Ça a été inventé entre 1400 et 1500, et il n'y a qu'à voir les peintures qui ont été faites avant cette époque. Aussi belle soit-elle, la perspective, elle était toujours de travers. On aurait dit des collages un petit peu. Et les peintures d'après, avec des gens qui connaissaient la perspective, ça permet de faire en sorte que toute ton illustration se tienne dans un bloc, que t'aies pas des trucs qui flottent dans tous les sens et tout. Sans connaître la perspective linéaire, c'est sûr que c'est un gros risque. Il faut passer un peu de temps. C'est pas très compliqué, juste faut passer un peu de temps. Il faut aussi passer le temps à dessiner des cubes. Pourquoi des cubes? En fait, c'est tout bête. Un cube, l'avantage que tu as quand tu as un Rubik's Cube comme ça, c'est que quand tu dessines la face qui est carrée, tu vas pouvoir en fait comprendre un petit peu sa profondeur. Et à force de dessiner plein de cubes, tu vas développer un instinct. Et cet instinct, il va te permettre, à chaque fois que tu dessines quelque chose, de voir sa longueur dans la perspective sans avoir à faire des calculs à la noix. Parce que quand tu veux dessiner un cube avec de la perspective, ça se fait. Il y a une méthode avec des règles et tout pour dessiner un cube en perspective. Sauf que c'est long, c'est compliqué et c'est pas toujours réalisable sur le moment. Le mieux, c'est de développer son instinct. Et pour ça, il faut apprendre à dessiner un cube d'instinct. Donc tu achètes un Rubik's Cube ou un truc comme ça et tu dessines des cubes, des cubes, des cubes. Et à force, en fait, à chaque fois que tu dessineras un cube, il sera propre. Et ensuite, du coup, ça te permettra de voir instinctivement, lorsque tu verras un objet, sa même longueur dans la perspective, et ça te permet après de doubler ça, etc. C'est extrêmement pratique de savoir dessiner un cube. Le but ici, c'est d'y aller progressivement, et j'ai une section dessin qui explique un petit peu tout ça, donc je vais pas revenir là-dessus en détail maintenant. Une fois que tu es à l'aise avec tous les volumes de base et que tu peux les complexifier un petit peu, c'est là où tu peux attaquer l'anatomie, les animaux, les monstres, l'architecture, les bateaux. Ça va dépendre un petit peu de ce que toi t'aimes faire, tout simplement. Ensuite, pour les valeurs, c'est un petit peu la même chose en fait. Il faut dessiner des formes simples, des choses pas compliquées, et puis les recopier noir et blanc, et réussir à comparer ce qui est plus foncé que quelque chose qu'une autre chose, et petit à petit essayer d'équilibrer les choses jusqu'à ce qu'elles se ressentent bien. Il ne faut pas avoir peur de faire des gros aplats de gris, des gros aplats de noir. Il ne faut pas y aller trop timidement, et petit à petit ça va se faire. Une fois que tu es confortable avec ça, c'est-à-dire que tu auras recopié des dessins, des peintures en noir et blanc et tout, tu peux passer à la question de la couleur. Et pour s'entraîner à la couleur, et bien du coup là, tu peux prendre par exemple les vieux trucs en noir et blanc que tu as fait pour t'entraîner au noir et blanc, et puis rajouter de la couleur en faisant en sorte de respecter la valeur que tu avais déjà établie. Un autre truc, et c'est probablement la chose la plus efficace qui existe, c'est de faire du plein air ou de peindre sur sujet.
plein air, nature morte, portrait sur le vif, ce genre de choses, il n'y a pas plus efficace pour apprendre les couleurs. Reste réaliste, bien sûr, si tu fais ton premier plein air avec des arbres, une réflexion, une statue et que c'est trop compliqué, tu vas pas y arriver, tu vas faire n'importe quoi. Et c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut faire des choses petit à petit, en prenant crescendo, et petit à petit tu augmentes le niveau de complexité, sinon tu vas juste tomber et pas avoir envie de te relever. Alors je précise aussi, parce que je sais qu'il y en a forcément qui vont dire que oui, il y a un tel qui met les bonnes couleurs parfaites au bon moment, sans avoir à rien faire, etc. C'est sûr, il existe des surdoués et des gens qui ont beaucoup d'expérience et des gens qui ont beaucoup étudié. Ces trois catégories de gens existent, mais ils ne sont pas du tout représentatifs de la majorité, ni de moi, ni de vous. Donc il est possible que l'un d'entre vous n'ait pas de difficulté à appliquer exactement la bonne couleur qui a la bonne valeur, de la bonne structure, etc. sans avoir rien d'autre à faire. Si c'est ton cas, j'applaudis parce que moi j'en suis pas capable, et 99% des gens n'en sont pas capables. Dites-vous bien en fait que tous les gens que vous voyez parfois sur Instagram qui font des trucs de fou et qui sont capables de sauter des étapes, de passer directement à la couleur ou directement en noir et blanc ou à faire des dessins sans croquis préliminaires, etc. C'est absolument impressionnant. Il faut comprendre que ces gens-là, ils se servent pas de la méthode de construction architecturelle sur le moment, mais ils ont beaucoup étudié leurs fondamentaux avant. Donc ils connaissent ça par cœur et du coup ils n'ont plus vraiment besoin de les faire en fait. Donc ça veut dire que vous n'allez pas forcément avoir besoin de reprendre tout depuis le début à chaque fois, mais par contre, il faut le faire au moins une fois et le faire bien et de temps en temps revenir sur ses fondamentaux. C'est vraiment ultra important de temps en temps de revenir vraiment à la base et même les très très bons artistes refont des exercices de base vraiment régulièrement. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour, en plus c'est déjà pas mal, je crois que vous avez fait que voir ma tête pendant 20 minutes, habituellement il y a plus d'illustrations et tout, mais bon c'était cool et puis à la prochaine, ciao.